Qu'est-ce qui fait que celui ou celle qui ne respecte pas la loi soit sanctionné par les autorités? Pourquoi est-ce que le droit prévoit des sanctions à infliger aux personnes qui ne respecteraient pas ces règles? Au fait, sur quoi se base-t-on pour condamner une personne? Dans cette vidéo, je vais vous donner des pistes de réponse. On est parti. Abonne-toi déjà si tu es nouveau avant que je ne te dise tout. Première des choses à savoir, c'est que la loi, ou plutôt la règle de droit, doit être absolument respectée parce qu'elle est l'œuvre du législateur. Le législateur, c'est celui qui rédige, qui vote, qui adopte la règle de droit. Il peut s'agir d'un ministre, d'un député, d'un sénateur, du président de la République, d'un maire ou d'un préfet. En réalité, toute autorité susceptible d'adopter un texte ayant un impact juridique sur la population est législateur. De ce point de vue, le législateur est un représentant du peuple. Il est là pour servir les intérêts du peuple, car d'une manière ou d'une autre, c'est le peuple qui lui a donné mandat, soit directement, soit par ses représentants. Donc, le législateur est là pour voter des textes qui vont être bénéfiques pour les citoyens, pour la population. Petite précision, ces textes votés par le législateur sont obligatoires pour lui-même. Ça n'est pas parce qu'on est législateur que les règles adoptées par nous ne vont pas nous être imposées. Le législateur est tenu lui-même de respecter la règle de droit votée par lui. Cependant, une question nous vient à l'esprit, celle de savoir, le législateur, celui qui vote la loi, où trouve-t-il les lois à voter? Est-ce le peuple qui le lui donne? Est-ce le peuple qui l'inspire? Ou bien sa propre conscience? Sur quoi se fondent-ils véritablement pour adopter des règles qui vont s'appliquer à tous les individus? Au fait, le législateur ne serait-il pas libre de créer la loi comme bon lui semble, selon son bon plaisir? Il se lève un matin et se dit « Aujourd'hui, je vais adopter une règle de droit ». Si la réponse est non, sur quoi se base-t-il finalement pour créer une règle de droit? Pour créer une règle de droit, le législateur, c'est-à-dire celui qui rédige la loi, ne se base non pas sur son bon plaisir, mais sur deux doctrines phares de la philosophie du droit. Il s'agit d'une part des doctrines idéalistes soutenant l'existence d'un droit naturel et d'autre part, les doctrines positivistes soutenant l'idée d'un droit positif. Ces deux doctrines idéalistes et positivistes sont le fondement, le soubassement, le noyau dur de la règle de droit. Car sans elles, le législateur serait perdu dans l'adoption de la règle de droit. Cette vidéo sera divisée en deux parties. Dans la première partie, nous allons étudier les doctrines idéalistes et dans la seconde partie, nous explorerons la notion des doctrines positivistes. Première partie donc, les doctrines idéalistes. On appelle par doctrines idéalistes des doctrines qui soutiennent l'existence d'un droit naturel. Du latin ius naturalis, le droit naturel est un ensemble des règles idéales, parfaites, justes, ayant pour objectif la conduite du comportement des personnes vivant en société, y compris le législateur, et qui s'imposent à eux tous. Cela sous-entend que les règles du droit naturel sont suprêmes et supérieures à toutes les autres règles qui peuvent exister dans la société. Ceux qui soutiennent l'existence du droit naturel font la distinction entre deux sortes de lois. La lex naturalis, c'est-à-dire la loi naturelle, dont l'origine est inconnue des hommes, et la lex humana, ou loi humaine, qui est l'œuvre du législateur. Pour bien comprendre la notion du droit naturel, je vous invite à étudier avec moi les différentes doctrines idéalistes, c'est-à-dire des doctrines qui soutiennent l'existence d'un droit naturel. Ainsi, 4 doctrines nous permettent de comprendre la notion du droit naturel. Tout d'abord, nous avons la conception antique du droit naturel. Ensuite, nous avons la conception chrétienne du droit naturel. Enfin, nous avons l'école du droit naturel. Par ailleurs, nous avons la conception individualiste du droit naturel. En tout cas, si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi vite,
aime cette vidéo et partage-la avec tout ton entourage. On continue. La conception antique du droit naturel. Annoncée pour la première fois par l'illustre philosophe Sophocle dans son fameux ouvrage intitulé Antigone, le droit naturel est né d'une discussion animée entre deux personnages principaux du livre Antigone de Sophocle. Il s'agit d'Antigone, personnage principal du livre de Sophocle portant le même nom, et Créon, le roi. En effet, le roi Créon, l'un des principaux personnages de l'ouvrage de Sophocle, voulait interdire Antigone, un autre personnage principal de l'ouvrage de Sophocle portant le même nom, Antigone, d'enterrer son frère. Et à Antigone de répondre au roi Créon que « Je ne croyais pas que tes édits, c'est-à-dire tes lois, qui ne viennent que d'un mortel, assez fort pour enfreindre les lois sûres, les lois non écrites des dieux. Ce n'est pas d'aujourd'hui, ni d'hier, mais de toujours qu'elles vivent et personne n'en connaît l'origine. » C'est de cette réponse d'Antigone à Créon qu'est née l'idée de l'existence d'un certain nombre de règles supérieures et suprêmes qui surpasseraient les hommes et qui obligeraient les hommes à les respecter. Le droit naturel était né. Comme quoi, enterrer un défunt relève de ces lois naturelles que nul n'en connaît l'origine. Raison pour laquelle, sans doute, que malgré l'interdiction du roi Créon, Antigone a quand même enterré son frère. Il a enfreint une loi humaine, celle du roi Créon, mais a respecté une loi naturelle. Suivant ces propos d'Antigone, Aristote soulignait que la recherche du juste est l'essence même du droit. C'est de l'observation de l'ordre naturel des choses que naît ce qui est juste. À Platon d'affirmer qu'une loi injuste, une loi mauvaise, n'est pas une loi, n'est pas du droit. Parlons ensuite de la conception chrétienne du droit naturel. Tout le mérite revient à saint Thomas d'Aquin d'avoir réussi à introduire une dimension mystique dans l'appréhension de la notion du droit naturel. L'illustre auteur distingue 4 sortes de lois classées suivant une hiérarchie précise permettant de comprendre mais en profondeur la notion du droit naturel. Il y a la lex aeterna, c'est-à-dire la loi éternelle, qui est l'ordre divin de nature mystique. Ensuite, nous avons la lex divina, c'est-à-dire la loi divine révélée aux hommes par l'Ancien et le Nouveau Testament. Enfin, il y a la lex naturalis, c'est-à-dire la loi naturelle qui est accessible aux hommes par la raison et qui a été inscrite dans la conscience de l'homme par le Créateur. La lex naturalis est une loi juste, parfaite, idéale qui obéit à l'ordre naturel des choses. Par exemple, depuis la nuit des temps, depuis les animaux, nous savons que l'accouplement ne se fait que entre deux êtres, en l'occurrence deux personnes de sexe opposé. Ça, c'est l'ordre naturel des choses. C'est établi ainsi dans la nature. En voyant même les animaux, nous constatons cela. Cependant, toute pratique contraire à l'ordre naturel des choses est une pratique contre nature et donc une pratique injuste, suivant les théories des partisans du droit naturel. Par ailleurs, saint Thomas d'Aquin place tout en bas de l'échelle des normes du droit naturel la lex humana, c'est-à-dire la loi humaine. Cette loi dont l'auteur est le législateur. Cette loi matérialisée par le législateur et qui généralement suit l'évolution de la société. Cette loi peut être en conformité avec la loi naturelle et là, saint Thomas d'Aquin oblige ou exige à tous les individus le respect d'une telle loi. C'est-à-dire que tous les individus sont dans l'obligation de respecter la loi humaine. Tous les individus sont dans l'obligation de respecter la règle de droit parce que la règle de droit tire sa légitimité de la loi juste, de la loi naturelle, la lex naturalis. En revanche, une loi humaine contraire à la loi naturelle n'est pas une loi, ce qui justifie qu'un individu désobéisse à celle-ci. Une loi humaine à respecter à la lettre, à en croire saint Thomas d'Aquin, c'est celle qui est en conformité, en harmonie avec la loi naturelle. La loi naturelle, sans doute, est en totale harmonie, en totale conformité avec la loi divine elle-même qui tire sa légitimité de la loi éternelle.
Voilà la théorie des normes du droit naturel créée ou élaborée par saint Thomas d'Aquin. Au sommet, nous avons la loi éternelle, puis vient la loi divine, ensuite la loi naturelle, enfin nous avons la loi humaine qui doit tirer sa légitimité, qui doit être en totale conformité avec la loi naturelle et toutes les autres lois. Car une loi humaine contraire à la loi naturelle n'est pas une loi, est une loi injuste, est une mauvaise loi. Et là, on peut citer Platon qui disait qu'une mauvaise loi, qu'une loi injuste n'est pas une loi, n'est pas du droit. Parlons maintenant de l'école du droit naturel. Cette doctrine est le fruit de la Renaissance et est marquée par la laïcisation du droit naturel. C'est-à-dire le fait que le droit naturel n'est plus réservé à une catégorie de personnes, les croyants. Tout individu doit respecter le droit naturel car c'est le vrai droit. De surcroît, la dimension mystique introduite dans le droit naturel par saint Thomas d'Aquin n'existe plus à cause de la laïcisation. Le droit naturel est devenu un droit laïque, un droit de tous les citoyens, un droit de tous les hommes. Point n'est besoin d'être un initié pour être partisan du droit naturel. L'école du droit naturel a pour penseur principal Hugo de Groot, dit Grotius, qui dans son célèbre ouvrage intitulé Du droit de la guerre et de la paix, paru en 1625, refute l'idée de l'existence d'un droit autre que le droit naturel, susceptible de gérer les relations entre les États. Pour Grotius, il n'existe qu'un seul droit, et c'est le droit naturel, que les hommes peuvent découvrir à la lumière de la raison. Il n'existe pas de loi éternelle, de loi divine ou de loi humaine. L'unique loi qui existe, c'est la loi naturelle. Et c'est elle qu'il convient de respecter, car affirme-t-il, pacta sunt servanda, c'est-à-dire que les conventions doivent être respectées, on doit respecter la parole donnée. Voyons à présent la conception individualiste du droit naturel. C'est sous l'influence d'Hugo de Groot, dit Grotius, qu'émerge l'idée de l'existence des droits naturels subjectifs, c'est-à-dire des droits naturels inhérents, des droits ou des avantages appartenant à chaque individu, à tous les individus depuis la naissance. Tout individu dispose des droits naturels qui ont été inscrits dans sa conscience par le Créateur à sa naissance. C'est ça, les droits naturels subjectifs. Cette capacité naturelle de distinguer le bien du mauvais, le juste du faux. C'est ce que John Locke et Hugo de Groot appellent droit naturel subjectif. Car ce qui est juste, c'est ce qui est en harmonie avec la nature. Ce qui obéit à l'ordre naturel des choses. Et ça, tout individu le sait grâce à sa conscience, grâce à la raison. Émerveillé par cette notion des droits naturels subjectifs, Jean-Jacques Rousseau, dans son célèbre ouvrage intitulé Contrat social de 1762, a créé une devise individuelle à chaque individu. C'est la devise de la liberté, égalité et propriété. Chaque individu, d'après Rousseau, est libre. Chaque individu est l'égal de l'autre et chaque individu est propriétaire. La propriété, à en croire Jean-Jacques Rousseau, est innée car c'est un droit naturel subjectif. D'ailleurs, il est nécessaire de rappeler que cette devise rousseauiste, cette devise de Rousseau dans le contrat social a inspiré les révolutionnaires français lors de la création de la Première République, lors de la proclamation de la Première République en France en 1792. Et cette devise de Rousseau a été transformée en liberté, égalité et fraternité, qui est l'actuelle devise de la République française. Toutefois, en dehors de Jean-Jacques Rousseau, cette conception individualiste du droit naturel, notamment l'existence des droits naturels subjectifs, a inspiré aussi les rédacteurs de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, à en croire les articles 1er et 7 de cette déclaration. Mais aussi, cette conception a inspiré les rédacteurs, disons les constituants de la Constitution française de la Ve République, Constitution de Charles de Gaulle du 4 octobre 1958. Outre les doctrines idéalistes soutenant l'existence d'un droit naturel comme justificatif du respect ou de l'obligation faite aux individus de respecter la règle de droit, il existe des doctrines, d'autres doctrines qu'on appelle des doctrines positivistes, sujet de la seconde partie de cette vidéo. Parlons donc des doctrines positivistes.
Soutenant l'idée de l'existence d'un droit positif, les doctrines positivistes sont des doctrines qui considèrent qu'il n'existe qu'un seul droit et c'est le droit positif. Par droit positif, il faut entendre un ensemble de règles de droit applicables dans un État pendant une période donnée. Il s'agit d'un droit muable, un droit changeant, un droit évolutif et périodique qui évolue en fonction de l'évolution de la société. Le droit positif n'est que le reflet, le miroir des comportements, des agissements, des pensées d'une société précise pendant une période donnée. Ce qui signifie que le droit positif d'une société X n'est pas forcément le même que le droit positif d'une société Y. Le droit positif dépend d'une société et prend en considération les pensées, les croyances et les pratiques d'une société précise pendant une période donnée. C'est ainsi que l'adultère, qui constituait une infraction pénale, est susceptible d'entraîner des poursuites judiciaires et même l'incarcération d'après le droit positif de l'époque. Le droit positif de 1984 en France ne l'est plus aujourd'hui. Avant, l'adultère constituait une cause vraisemblable de divorce, alors qu'aujourd'hui, elle constitue un comportement minable, un comportement mineur qui ne peut vraisemblablement par sa substance entraîner le divorce suivant le droit positif actuel. On voit très clairement que le droit positif est un droit qui évolue, un droit qui correspond à une pratique, qui correspond aux croyances d'une société pendant un certain temps. Si les croyances de la société évoluent, le droit positif s'adapte. Le droit positif évolue aussi. C'est ainsi que les partisans du droit positif soutiennent l'idée selon laquelle la règle de droit, qui n'est que le fruit du droit positif, doit être absolument respectée car elle ne matérialise, elle ne formalise que les comportements, les pensées socialement acceptées par les individus de la société concernée. Dès lors, l'État a remarqué, ou dirais-je plutôt le législateur, que les hommes aujourd'hui ont une attirance sexuelle envers des personnes du même sexe. C'est pourquoi le droit positif, qui est un droit évolutif, qui s'adapte en fonction de l'évolution de la société, s'est adapté en légalisant l'homosexualité. Force est de relever qu'il existe 3 sortes de doctrines positivistes, c'est-à-dire 3 sortes de doctrines qui soutiennent l'idée de l'existence d'un droit positif. Tout d'abord, nous avons le positivisme juridique. Ensuite, nous avons le positivisme scientifique. Enfin, nous avons le positivisme marxiste. Premièrement, le positivisme juridique. Les partisans de cette doctrine soutiennent l'idée selon laquelle le droit naturel n'existe pas. Il n'existe de droit que le droit positif. Et on n'a pas à se demander s'il est juste ou injuste. Développée par Irine et Hans Kelsen, la théorie du positivisme juridique repose sur l'idée selon laquelle l'État est la seule source du droit positif et ce droit positif est le seul vrai droit. Seul l'État est compétent à édicter des règles qui vont s'appliquer à tous les individus sans exception et sur tout son territoire, sur toute l'étendue de son territoire pendant une période donnée. Pour dire qu'il n'existe pas de droit inhérent, de droit naturel, semble-t-il, que les hommes vont découvrir par la raison ou qui va leur être dicté par une quelconque divinité. Il n'existe qu'une seule loi, qu'un seul droit, c'est le droit positif. Ce droit dont l'État est le seul garant et le seul créateur. C'est une raison suffisante à en croire les partisans du positivisme juridique pour contraindre tout individu à respecter la règle de droit. Parce que la règle de droit, c'est le droit positif. Ce droit adopté, rédigé par l'État. L'État qui est le garant de la société et qui vise le bonheur des individus. On arrête avec l'idée de loi éternelle, de loi divine, de loi naturelle. La loi n'est qu'humaine. Et c'est l'État qui est susceptible d'adopter, de rédiger, d'élaborer la règle du droit, donc la loi. C'est sans doute cette exactitude des propos qui a poussé à Irine de souligner avec véhémence que la contrainte de l'État prime sur toutes les autres contraintes, car l'État est la seule source du droit.
Par conséquent, les règles de droit ne peuvent provenir que de l'État et de l'État seul, nullement de la raison de qui que ce soit. Toutefois, il existe le positivisme scientifique. Pour cette doctrine, le droit n'est qu'un fait social. Il ne doit sortir que des agissements ou des coutumes d'un peuple. On ne devrait donc pas imposer à un peuple ou à une nation quelconque une façon de se comporter, une conduite à tenir. Car le droit, notamment le droit positif, est propre à un peuple, est propre à une société, est propre à une nation. Chaque peuple ou nation, suivant son évolution, devrait normalement avoir son droit qui lui est propre, un droit qui est propre à lui. Pour le juriste allemand Savigny, le droit est un produit de l'évolution du peuple. Il est l'âme de la nation. Et il ajoute que la loi ne consacre que le résultat de cette création historique. En France, le fabuleux Durkheim souligne avec véhémence que le droit est un fait de société qui peut être observé. Il n'émane pas de la volonté plus ou moins arbitraire des gouvernants, mais est imposé par la conscience collective du groupe. Comme quoi, le droit est le fruit du vulgum pecus, c'est-à-dire du commun des mortels. Par ailleurs, nous avons le positivisme marxiste. Il convient de relever que pour le philosophe Karl Marx, le droit est un produit de l'économie. Il n'existe que pour servir les intérêts de la classe dominante, celle qui est propriétaire des moyens de production. Le droit instaure donc, à en croire Karl Marx, une lutte de classe. C'est à la classe la plus dominante de tirer profit du droit, ce qui sous-entend que le droit desservirait les autres classes non dominantes. C'est ainsi, dans le souci de faire en sorte que le droit satisfasse à toutes les classes et qu'on supprime la lutte entre les différentes classes, Karl Marx, le philosophe, a inventé le concept de prolétariat. Par prolétariat, il faut entendre le peuple, le citoyen. Ainsi, la notion du peuple est donc une ruse permettant de rendre accessibles les moyens de production de l'État à toutes les classes sociales sans distinction. C'est ainsi que, sans hésiter, Karl Marx définit le peuple comme étant l'expression de l'appropriation collective des moyens de production. Grâce au prolétariat imaginé par Karl Marx, le droit est devenu le serviteur satisfaisant tous les désirs de toutes les classes sociales au sein de l'État. Pour résumer, la règle de droit doit absolument être respectée par les individus, car suivant les différentes doctrines que nous avons mentionnées, suivant les doctrines idéalistes ou positivistes, suivant les doctrines idéalistes, la règle de droit doit absolument être respectée car elle est le fruit du droit naturel. La loi humaine étant en conformité avec la loi naturelle, une loi juste, une loi idéale, une loi parfaite inscrite dans la conscience des individus par le Créateur. À l'inverse, la règle de droit doit être absolument respectée suivant les doctrines positivistes car c'est le droit positif. C'est le droit de l'État, c'est l'État qui a adopté cette règle suivant l'évolution de la société, suivant ce qui est fait ou ce qui se fait dans la société. C'est pourquoi les individus sont dans l'obligation de respecter la règle de droit sous peine de sanction. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, aimez la vidéo, abonnez-vous, partagez-la avec votre entourage et si vous avez un peu de temps, cliquez sur cette vidéo que j'ai publiée récemment et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye!